Quelle chaleur d'ailleurs, on essaie de le prendre avec le sourire, mais il faut quand même reconnaître que les projections de Météo France sont particulièrement effrayantes. À l'horizon 2100, il fera régulièrement plus de 50 degrés. On pourra avoir des semaines et des semaines de canicule, alors que c'est plutôt en moyenne quelques jours par an. On en parle avec Morad Aïtabouche qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Bonsoir à vous mon cher Morad, réalisateur de la série Sale temps pour la planète qui est publiée sur France 5, vice-président du syndicat national des agences de presse. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Henri Landès. Bonsoir à vous Henri. Bonsoir Jean-Marie. Cofondateur de la Fondation Landestini. Avec nous également Rémi André. Bonsoir à vous Rémi André. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Météorologue Sud Radio. Merci de me corriger mon cher Rémi. Plusieurs scénarios produits par une étude de Météo France pour l'horizon 2100 en France. L'un d'eux qui nous montre qu'il pourra faire jusqu'à 50 degrés l'été en France. C'est le scénario le plus noir, vous l'imaginez bien. Première question mon cher Rémi. Quelles premières conséquences du changement climatique a-t-on pu relever sur la météo française ? Mais écoutez, sur la météo française, on le voit bien, on l'a encore vu depuis 10 ans maintenant, et même au-delà. Chaque année, on a l'année record en fait. Chaque année, on a des augmentations de température. Et par exemple, 2019 et 2020, ce sont des années où il y a juste un mois qui était au niveau des températures moyennes. Tous les autres mois étaient au-dessus des températures moyennes. Alors, on a battu un record de température, par exemple, du côté de Nîmes et de Montpellier, des températures que l'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. C'est-à-dire le record était de 40 ou 41 degrés. Eh bien, on a battu largement ces records avec des températures donc qui flambent et qui continuent de flamber sur notre pays. Ça, c'est la preuve qu'il se passe quelque chose. Pourtant, à chaque fois qu'on relevait, mon cher Rémi, le fait qu'il faisait particulièrement chaud pendant une période de l'année, on nous objectait toujours « Attendez, le climat, c'est le long terme, c'est quelque chose sur des siècles et des siècles et des siècles. La météo, ça peut changer d'une année à l'autre. » Quelle est la différence entre les deux, Rémi ? Écoutez, c'est quelque chose de très simple. La météo, effectivement, c'est ce qui se passe tous les matins, tous les jours, quand on regarde le temps qu'il fait sur un épisode qui va de un jour à une semaine. La climatologie, pour faire de la climatologie, on parle de moyenne sur 30 ans. C'est-à-dire que là, actuellement, nous avons des températures moyennes. Par exemple, sur les années de 2010 jusqu'à 2019, on a battu les records qui dataient depuis 1980. Des records de 30 ans auparavant qui, eux, ont été largement battus. Alors, pour faire de la climatologie, effectivement, on parle de grande échelle. Et bien, même maintenant, à grande échelle, on se rend bien compte que nous avons aujourd'hui dépassé les moyennes, non seulement depuis le début du siècle dernier, je parle bien du siècle dernier, mais ce sont des faits mesurés. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre les estimations sur l'année 2019 et 2020, à savoir que c'est l'année la plus chaude que l'on a jamais rencontrée depuis que l'on mesure depuis 1880, eh bien, on prend effectivement la température sur 20 000 points, c'est-à-dire température moyenne sur les 20 000 stations que nous avons sur la planète. C'est constaté, c'est démontré, il se passe quelque chose et on commence malheureusement pour nous à avoir suffisamment de recul pour pouvoir l'affirmer sans crainte. En un mot peut-être, juste mon cher Rémi André, les scénarios, les différents scénarios de Météo France, celui notamment qui a fait réagir tout le monde, a commencé par moi, 50 degrés régulièrement en été à l'horizon 2100 en France. Est-ce que c'est le scénario le plus probable ? Alors non, dans le sens où ce ne sont que des scénarios, et puis nous sommes là sur des perspectives de 2100, donc un siècle. Mais dans tous les cas, regardez ce qui se passe aujourd'hui. En fait, le climat est en train de s'emballer. Vous prenez les 38 degrés que l'on a relevés au-dessus du cercle polaire l'année dernière, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui est quand même étonnant. Regardez tous les feux de forêt que vous avez sur les États-Unis, mais surtout sur l'Australie. Tout ça se voit. On voyait la fumée depuis le Chili. Vous vous rendez compte, on est à plus de 10 000 km de là. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène mondial. C'est-à-dire que quand on entend sur la France des records de température à 50 degrés, on est parti de scénarios qui, eux, sont élaborés par le GIEC, par le sommet, donc le groupement intergouvernemental des experts pour le climat. Pour le climat. Eh bien, on est parti des trois scénarios du GIEC et on les a affinés au niveau de la France. Mais n'oubliez pas que si on fait quelque chose, il faut que ce soit
global. C'est-à-dire que ça ne peut être fait qu'au niveau de la planète et non pas uniquement d'un petit pays ou d'un autre. C'est-à-dire que les efforts de la France, si elle est isolée, si les autres pays ne la suivent pas, risquent de manquer d'efficacité en tout cas. Et il faut bien que quelqu'un commence dans tous les cas. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, mon cher Rémi André, d'être intervenu ce soir dans Les Voix de l'environnement. Projection quand même, d'une part des projections très inquiétantes et d'autre part, on le constate, Morad Aïtabouche, des phénomènes météorologiques. Enfin, 38 degrés au-delà du cercle arctique, du cercle polaire, c'est incroyable. C'est incroyable et nous on en témoigne depuis 2006 dans la série documentaire Sale temps pour la planète. C'est 2 degrés de plus rien que dans les Alpes. Ça veut dire, puisqu'on est en période de pandémie, qu'il y aura probablement des bactéries qui vont être libérées à cause du permafrost. Le permafrost, c'est quoi? C'est ce qui permet à 2 montagnes de tenir... Le pergélisol en français. Oui, le pergélisol, le sol gelé, on va dire ça comme ça, c'est vrai. Mais demain, il va y avoir la libération d'un certain nombre de bactéries. Et ces bactéries, ça va peut-être donner des nouvelles pandémies. Donc c'est vrai qu'il faut prendre toutes ces projections avec sérieux et se dire qu'il faut arrêter les promesses, il faut arrêter les belles paroles, il faut maintenant passer à l'action, c'est-à-dire limiter les gaz à effet de serre. Et quand bien même on deviendrait tous des anges dans les 10 ans qui viennent, malheureusement, il y a une inertie qui fait que la température va augmenter. Il faut absolument commencer dès maintenant, malgré tout. Henri Landès ? Oui, ce que dit Morad est vrai, il y a besoin de mesures radicales. Il y a des fois où ça va être très difficile parce que ce sera une vraie rupture avec notre économie, avec notre modèle social aussi. Il faut accompagner les personnes et les entreprises et les organisations qui seraient les plus touchées par une transition mais très rapide. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus vraiment le temps de prendre les choses de manière très progressive. Certes, il ne faut pas faire du jour au lendemain, mais il faut que ce soit sur un périmètre de temps, une échelle de temps de plus en plus restreinte pour vraiment changer notre économie. On n'a pas encore changé notre économie à grande échelle. On arrive à faire plein d'initiatives à l'échelle locale. Les solutions se démultiplient. Mais quand on monte en échelle, c'est-à-dire à l'échelle nationale, européenne et il faut se féliciter du fait que Joe Biden arrive aux États-Unis pour redonner un nouveau souffle à la communauté internationale aussi, mais nous n'arrivons pas encore à vraiment basculer dans l'ère du post-énergie fossile. Et en tout cas, on n'est pas encore, tous les pays ne sont pas encore tombés d'accord pour y déployer la même énergie. Le changement climatique, en tout cas, qui a des conséquences concrètes, même si elles peuvent paraître anodines, mais visibles dès aujourd'hui. Prenons un secteur, alors économique, mais surtout culturel en France en particulier, même s'il faut le consommer avec modération. Le vin, le secteur de la vigne par exemple. Regardons d'abord si les mêmes cépages peuvent toujours pousser au même endroit en fonction de l'évolution de la température. Regardons aussi si les bouteilles ont toujours le même degré d'alcool au fur et à mesure que les années passent justement. Imaginez un scénario à 50 degrés l'été régulièrement en France d'ici 2100. Qu'est-ce qui pourra pousser en France? Quel vin pourra-t-on produire en France? Rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pourrait peut-être en revanche se mettre à en produire en Angleterre. Quelle indignité. Effectivement, ça ne plairait pas beaucoup aux Français. Quelles sont les premières conséquences visibles sur le changement climatique, sur le secteur de la vigne? Pierre-André Desplaudes, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes vigneron dans la Loire avec le domaine Les Desplaudes de Tartaras, Côte-du-Rhône. Si j'imagine bien, mon cher Pierre-André Desplaudes, bien que vous soyez. IGP Colline Rhodanienne, oui. Voilà. Quelles conséquences, quels premiers effets du changement climatique vous avez pu constater sur votre production vous-même? Bon, il y a 2 principaux changements qu'on peut observer depuis 2015 principalement. Le premier, c'est qu'on a une amplification des risques de gel printanier qui sont dus aux hivers doux comme on a actuellement. Ensuite, on a souvent des mois de février, des mois de mars qui sont non plus doux mais carrément chauds avec des températures de 25 degrés. Donc on a un démarrage de la vigne qui se fait, qui a gagné une quinzaine de jours par rapport à il y a une dizaine d'années. Et puis au mois d'avril, il suffit d'une nuit de gel et on a une grosse perte de récolte. Voilà. Presque tout. Donc nous, ça nous arrive en 2017, en 2019, en 2020, ça a été limite. Il y a beaucoup de régions françaises, qui sont concernées. le Val-de-Loire, la Bourgogne, qui sont concernées depuis une dizaine d'années. Et historiquement, on avait un gel tous les 10-12 ans. Aujourd'hui, c'est un an sur 2. Voilà. Et ça, de mémoire de vigneron, on ne constatait pas une telle fréquence.
On n'a jamais vu ça. On n'avait pas une telle fréquence. Voilà. Historiquement, antérieurement, on a eu 92, 2003. Ouais. Et puis là, 2014, 2017, 2019, 2020... 92, 2003, 2014, 2017, 2019, 2020, c'est ce qu'on appelle une accélération malheureusement pour vous, Pierre-André Desplaudes. Est-ce que le degré d'alcool a tendance à évoluer sur vos bouteilles ? Oui, ça effectivement aussi. Cette année, on a vendangé des Syrah qui faisaient 15 degrés. Ouais. On est dans le Rhône-Nord. Il y a une dizaine d'années, on avait quand même du mal à arriver à 11 degrés. Donc on voit assez rapidement ça change quoi pour ça change quoi pour le vigneron que vous êtes, pour le vin que vous produisez ? Une autre conséquence, c'est quand on a cette augmentation du taux d'alcool, on a aussi une diminution souvent importante de l'acidité. Ouais. Et la qualité d'un vin et sa durabilité dans le temps, c'est quand même un bel équilibre entre l'alcool et l'acidité. Et ça rend, notamment pour les vins rouges, la problématique des fermentations un peu plus risquée, un peu plus dangereuse. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. C'est pas idéal. Ce sera ma dernière question. Morad Aïtabou, je vous en posera une aussi. Non, c'est très intéressant le Syrah, parce que c'est un cépage qui avait été complètement abandonné et qui a été réintroduit en Australie. Pourquoi en Australie ? Parce qu'évidemment, les températures là-bas ont augmenté de manière radicale. Et le Syrah, c'est un vin un cépage qui vient d'Iran. Je crois. La Syrah, mais c'est un vin qui vient d'Iran. Donc c'est intéressant d'imaginer qu'aujourd'hui, on devient un tout petit peu plus résilient. En Corse, j'avais fait un documentaire sur le vin en Corse, pareil, même phénomène, c'est-à-dire qu'en Corse, malheureusement, avec l'augmentation des températures, ils ont dû changer les cépages, et vous savez quoi ? Ils sont revenus à d'anciens cépages qui avaient été aussi abandonnés. Les anciens... Oui, c'est ce qu'on fait nous aussi, oui. Et alors, quel exemple, sont par beaucoup exemple plus, les cépages endémiques, en fait, sont beaucoup plus résilients. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les anciens, avec le temps, finalement, ont toujours raison. Ils avaient raison avant nous. En fin de compte, vous utilisiez quel cépage ? Qu'est-ce que vous avez changé comme cépage ? On a réhabilité, dans les 10 dernières années, 2 cépages qui étaient des cépages locaux. Donc le Mornin Noir, qui est un cépage rouge, qui fait des vins entre 10 et 12 degrés d'alcool, vous voyez, avec une belle acidité. Et en blanc, un cépage qui s'appelle le Chouchillon, qui est un parent du Vionnier, mais qui a aussi une faculté à bien mieux résister aux périodes de canicule, de sécheresse, avec un feuillage qui va moins griller, qui va être plus... Voilà, la résilience, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Et la qualité des vins. Et la qualité des vins des Desplaudes de Tartaras, en tout cas, ne s'en ressent pas du tout, ce qui veut dire que vous arrivez encore à vous adapter. Merci beaucoup, Pierre-André Desplaudes. D'être intervenu sur Sud Radio. Bon courage, bonne chance à vous, bon courage pour votre combat aussi, continuer à s'adapter et à produire du vin de qualité IGP justement. Les Desplaudes de Tartaras, c'est dans le département de la Loire, mais on est sur du Côte-du-Rhône, aussi bien du rouge d'ailleurs que du blanc. Merci à vous. Henri Landès est avec nous, vous êtes californien à l'origine, bien que vous ne soyez pas du tout dans la Californie, autre secteur vinicole béni des dieux, qui doit constater, j'imagine Henri, les conséquences du changement climatique, lui. Absolument. Le vin californien est tout à fait en train d'anticiper les conséquences du changement climatique. Et d'ailleurs, toute la Californie, son économie est en train de se dire, mince, le changement climatique, on le vit depuis déjà 2 décennies, avec des sécheresses épouvantables et maintenant des feux de forêt. Je suis dans la Haute-Loire, juste à côté de notre collègue qui vient d'intervenir dans la Loire. Par ailleurs, je peux dire que nombreux territoires en France se posent la question sur ce produit qui fait partie de son terroir, comme ceux qui produisent des produits laitiers et fromage. C'est quelque chose dont les éleveurs ont très peur, c'est l'évolution du climat et aussi la sécheresse. C'est quelque chose qu'ils vivent mais au quotidien. Et il n'y a pas un seul agriculteur aujourd'hui qui nie le changement climatique et son aspect anthropique. Ils sont clairement maintenant dans l'adaptation et comment est-ce que les AOP anticipent cela, comment est-ce que les filières, etc. Oui, merci. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est une réalité pour notre économie. Aujourd'hui, le changement climatique n'est plus une question de scénario sur 10, 20, 30 ans. C'est extrêmement important que Météo France produise ces études, mais c'est une réalité pour que demain, il reste productif. Les consommateurs ont intérêt à prendre cela en compte aussi, parce que je pense qu'il faut imaginer des mesures qui soutiennent de manière très visible pour les consommateurs une transition et des mesures d'adaptation de l'économie pour permettre à tout le monde qu'on le reconnaisse dans leurs produits. Voilà. Exactement. Et pour permettre à tout le monde de continuer à vivre de sa passion, ça nous amène. Bien sûr qu'il y a des aspects la hausse positifs. Des températures, par exemple, sur l'île d'Ar, ils ont fait pour la première fois une première cuvée, 150 bouteilles. J'étais là le jour de la mise en bouteille et en Bretagne.
de plus en plus, il y a des vignes et alors le vin, c'est un peu mieux que du vin de Metz ou de la Piquette. Oui, on merci. améliore vraiment la qualité. Non, c'est Toujours vrai. avec modération. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que, par exemple, les producteurs de champagne sont en train de lorgner du côté des territoires outre-Manche, du côté de l'Angleterre, et on essaye, pourquoi pas, d'acheter des terrains là-bas, parce qu'on produira peut-être du champagne là-bas. Bon, c'est pas complètement innocent dans le sens où au Moyen-Âge, déjà, on produisait du vin à Londres. Donc, c'est un juste retour des choses. Quand je parlais de l'histoire tout à l'heure, c'est quand même intéressant, l'ironie de l'histoire. Parfois, l'histoire bégaye. Mais on a fait un film aussi sur les toits de Paris, la végétalisation des toits de Paris. Et sur les toits de la mairie de Paris, vous avez des vignes. Et on va faire cette année probablement la première cuvée. Pareil, il faudra la goûter, mais avec envie le de temps, goûter la cuvée probablement, ça va Hidalgo. On s'améliorer. verra d'ailleurs, on pourra le temps, on pourra tester. Non, c'est une start-up, une jeune viticultrice qui fait ça. C'est très intéressant. D'abord, il y a toujours les vendanges d'ailleurs de Montmartre, ou de la butte Montmartre, qui ont lieu tous les ans à Paris, en théorie, pour ceux qui passent de temps en temps dans la capitale. Ça nous amène à l'autre actualité de la semaine en matière d'environnement qui est directement reliée au changement climatique. C'est l'affaire du siècle, puisque pour la première fois, des associations ont fait condamner l'État français à 1 euro de dommages symboliques, bien entendu, mais pour inaction climatique. Bonne nouvelle ou pas pour vous, Henri Landès ? C'est une bonne nouvelle dans le sens où il y a une action qui est inédite dans ce pays pour faire prendre conscience à l'État français et surtout au grand public qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement en fonction de l'accord international qui d'ailleurs a été signé à Paris il y a quelques années en 2015. En revanche, je suis très précautionneux sur cette réussite, car ce qui se passe derrière est plus important. Si les pays commencent de plus en plus à être condamnés par leur population pour inaction contre le changement climatique, c'est très bien. En revanche, si c'est juste 1 euro symbolique qui est versé, et ensuite on arrive à tergiverser dans la législation et dans l'action sur les 5 années à venir, ce n'est pas quelque chose de satisfaisant en matière d'action climatique. Je suis très intéressé par cette nouvelle arme que la population se donne à l'échelle mondiale. Les Pays-Bas, c'est passé aussi. Des États en Australie, il y a eu des condamnations aussi grâce à des citoyens qui se sont mobilisés. Je trouve que c'est une bonne voie. C'est une voie intéressante par rapport à la voie qui est principalement économique jusqu'à présent. En revanche, est-ce que nous allons vraiment avoir des pénalités qui se traduisent en changement de législation, en changement de réglementation aussi sur le court terme? Et ça, vraiment, il faut que nous poussions pour cela. C'est pour ça aussi que les personnes et les organisations qui ont mené cette affaire du siècle se concentre énormément sur sa traduction. La traduction dans la loi. Sur l'action et la consigne et ces mesures-là. Comment les gouvernements vont tenir les promesses qu'ils ont signées. Merci à vous, Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini, d'être intervenu depuis en direct de la Haute-Loire dans les voies de l'environnement sur Sud Radio. Morad Aïtabouche, cette condamnation pour inaction climatique de l'État français ? Ça va dans le bon sens, aux armes citoyens, aux urnes citoyens. Il faut à un moment ou à un autre, effectivement, pousser nos gouvernements à l'action. Mais encore une fois, ce qui est important, puisque Greta Thunberg a un peu disparu du paysage médiatique, c'est important de médiatiser encore et toujours cet enjeu qui est considérable. On l'a vu juste en début d'émission quand on parle des projections de Météo France. C'est dramatique. Et en tout cas, les chiffres font peur. Ça nous amène à un autre combat qui fait peur lui aussi, mais qui a lieu en ce moment et non pas dans 100 ans, c'est celui contre le coronavirus. Et ce combat, il se livre en priorité et en particulier dans nos hôpitaux, par nos soignants. Une semaine à l'hôpital, c'est la chronique de Morad Aïtabouche. Je le rappelle, ça fait des mois que vous tournez un documentaire dans les hôpitaux d'Île-de-France. Depuis la première vague, et aujourd'hui, j'ai assisté à la sortie de Dominique. Dominique, il a 45 ans. Il était en médecine interne, il était hospitalisé depuis 1 semaine, 8 jours. Et il a eu de la chance parce qu'il est arrivé, son état pouvait se dégrader. Le professeur Jean-Benoît Harlet était inquiet parce que, évidemment, les constantes n'étaient pas très optimistes. Et finalement, il lui a proposé, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que dans les hôpitaux français,
et en particulier à Paris, non seulement on sauve des vies, on soigne les patients, mais en plus, on participe à la recherche. On essaie de trouver, grâce à des essais thérapeutiques, grâce à des essais cliniques, des solutions pour traiter tous ceux qui, malheureusement, malgré le vaccin, seront malheureusement affectés et pourront peut-être en mourir. Et aujourd'hui, il est sorti avec Dominique, le sourire, Dominique, 45 ans. Pourquoi ? Parce qu'il a pu bénéficier d'un essai thérapeutique, le tocilizumab. Le tocilizumab, c'est une molécule qui est utilisée, non, c'est un traitement qui existe depuis une dizaine d'années pour soigner la polyarthrite rhumatoïde. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, associé à des corticoïdes, ça peut sauver des vies. La preuve, il n'est resté qu'une semaine. Pendant la première vague, c'était un profil type Dominique. Il aurait pu rester 15 jours, 3 semaines. Il aurait même pu aller en réanimation. 45 ans. 45 ans. Pourquoi ? Parce que les études montrent que dans 33% des cas, ce tocilizumab évite le transfert en réanimation. Moi qui suis en réanimation depuis le mois d'avril, depuis la première vague, je peux vous garantir que je ne souhaite ce séjour à personne. Et encore une fois, le sourire de Dominique tout à l'heure, c'est extraordinaire. Il n'a que 45 ans. Et il a failli passer en réanimation du fait de ce coronavirus. Il aurait pu, parce que vous savez, il y a un plateau, les médecins disent il y a un plateau de 10 jours. 10 jours, ils sont sur le qui-vive, à regarder sur la crête. Le moindre paramètre. On parle beaucoup de désaturation. On parle aussi du rythme cardiaque. Dès qu'un de ces éléments-là est en train de chuter, cet indicateur, il faut tout de suite réagir. Non pas réanimer, mais il faut réagir, augmenter l'oxygène, évidemment les corticoïdes. C'est la période critique, c'est 10 jours. Quand vous êtes hospitalisé, il y a 10 jours pendant lesquels votre cas est ausculté. Ou vous n'en avez pas, en tout cas. C'est ça, exactement. Et ça Dominique peut basculer. On le félicite, vous imaginez la vie des médecins, la vie des soignants qui sont constamment sur le qui-vive, qui regardent ces paramètres et qui à tout moment peuvent se dire « aïe ». C'est ça. Ça bascule. C'est la réanimation. Il faut réagir tout de suite. Et pire que la réanimation, l'intubation, la ventilation, c'est ensuite la période de rééducation. Évidemment, parce que très longue. La réanimation cause, elle n'est pas du tout anodine, loin s'en faut d'ailleurs, et qu'on y perd quand même quelques mois ou quelques années d'espérance de vie. Et encore une fois, coup de chapeau aux soignants et à Dominique, et très heureux au professeur Harley, qui s'en est avec sorti. le professeur aussi Olivier Hermine, qui ont mis au point ce traitement expérimental à base de corticoïdes et de tocilizumab. Retenez bien ce nom, chers amis. Merci à vous, Morad Aïtabouche, d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, vice-président du syndicat national des agences de presse et réalisateur de la série C'est le temps pour la planète. C'est publié sur France 5. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio.